Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour les fans. Aujourd'hui, au sommaire de ce premier épisode, on va déjà commencer par se présenter, nous, les animateurs de ce podcast. Ensuite, nous ferons un bilan de ce premier tour du championnat de Challenge League, avant de élire notre top 3 des joueurs, justement, de ce premier tour de Challenge League. Ce soir, donc moi, Mirko, je suis accompagné de Alex. Salut Alex. Salut. Et je suis aussi en compagnie de Michael. Salut Michael. Salut. Donc, comme dit juste avant, on va commencer ce podcast par un petit peu une présentation de nous-mêmes, puisque comme je disais avant, c'est un podcast fait par des fans pour les fans. Donc, l'idée, c'était un petit peu de se présenter et puis de pouvoir comprendre comment on est arrivé à être fan de Neuchâtel Xamax. Donc, je propose que Alex, tu commences, tu nous parles un petit peu de toi, du coup. Alors moi c'est Alex. J'ai 19 ans. J'ai commencé à suivre Xamax vraiment sérieusement quand ils sont remontés en Challenge League après la faillite. J'ai poussé mon papa à aller voir les matchs. Moi, faut savoir que je suis fils. Mon père, il est neuchâtelois, puis j'habite sur Fribourg. Donc, aller voir les matchs quand ils étaient dans les ligues inférieures amateurs, c'était un peu compliqué d'aller. Donc, quand ils sont remontés en Challenge League, j'ai vraiment poussé mon papa à aller. Donc, je pense que j'ai vraiment commencé à suivre sérieusement Xamax dans les années 2016-2017. Ok, ça marche. Michael, du coup, présente-toi aussi un petit peu et dis-nous comment tu es arrivé à être fan de Xamax. Ouais, moi j'ai 22 ans et puis bon, pour moi le souvenir le plus lointain au stade c'était en 2008 pour un Xamax Vaduz, c'est un 2-2. Je suis allé un peu revoir la date, c'était un 31 août au passage. Je me souviens, j'étais allé en famille, c'est le plus lointain souvenir que j'ai au stade, donc ça commence à remonter un petit peu. J'avais 7 ans. Et puis sinon, perte de vue, disons, sous la dirigeance de Chagaïev, car surtout un désintérêt de mon père, parce que c'est avec lui que je vais souvent aussi au stade. Avant de revenir ensuite, lorsque le club s'est reconstruit dans le monde amateur, je me souviens très bien être allé voir des matchs de deuxième inter, mais pas forcément tous. Être déjà un peu plus y aller un peu plus déjà en première ligue, même si j'ai les plus gros souvenirs, c'était les finales quand même. Avant de, avant d'aller, je pense, à partir de la Promotion League de manière vraiment régulière, et puis ensuite, sont suivi les saisons qu'on a connues en Challenge League, en Super League et tout ça. Donc ça, je pense que c'est vraiment à partir de cette reconstruction que j'ai commencé à vraiment suivre de manière très très régulière. Et puis voilà, je pense à peu près pour commencer déjà. Mhm. Et puis donc, je vais aussi me présenter moi-même, du coup. Alors moi, c'est Mirko, j'ai 40 ans, je suis un peu le vieux du groupe, le vieux sage du groupe. Donc forcément, j'ai commencé à suivre le club bien avant Alex et puis Michael. J'ai commencé à suivre le club, j'avais environ 9-10 ans. J'allais au stade en famille puisque ma famille était des grands fans de foot et puis on se rendait tous dans l'ancienne Maladière. Enfin moi j'étais tout petit, je me mettais debout à l'arrière sur les pesages. Alors j'ai pas un souvenir évidemment aussi frais que vous de mon premier match. Ça devait être durant la saison 91-92 je pense. Donc ça remonte à un petit moment. Donc moi je suis arrivé, c'était la période on va dire prospère, enfin pas la plus prospère mais encore une période prospère. C'était la présidence Facchinetti, un club qui marchait bien, qui était régulièrement top 5 voire top 3 dans le championnat suisse après avoir fait 2 titres, faut-il encore le rappeler, dans la fin des années 80, enfin dans la deuxième partie des années 80, 80 on va dire. Donc moi j'ai commencé là, j'ai connu la grande épopée des coupes d'Europe aussi, les grands matchs Real Madrid, Celtic Glasgow, tous ces grands matchs dans une maladière pleine à craquer avec une ambiance de dingue. Ensuite j'ai continué à suivre le club dans la présidence Bernasconi, même si là sportivement ça commençait déjà à aller un petit peu moins bien. L'équipe se battait plutôt pour ne pas être reléguée en Challenge League. D'ailleurs il y a eu des années en Challenge League dans cette période-là aussi, même heureusement avec des remontées souvent très rapides.
Et puis ensuite, j'ai un petit peu perdu de vue quand l'ancienne Maladière a été démolie et que le club a dû s'exiler à la Chaux-de-Fonds. Là, j'avais plus repris mon abonnement. Je suis allé de temps en temps à la Charrière voir quelques matchs, mais voilà, c'était plus compliqué d'y aller à tous les matchs. Et ensuite, donc le retour à la Maladière avec la relégation en Challenge League, la remontée, puis la période Chagaïev. Alors là, je suis pas allé non plus pour un peu les mêmes raisons que ton père, Michael. Je boycottais vraiment cette politique que je cautionnais pas du tout. Et puis ensuite, ben voilà, il y a la suite qu'on connaît, et puis la remontée depuis la deuxième Inter avec une voilà la bande de jeunes, puis aiguille avec Frédéric Page à l'époque, et puis là, ben l'abonnement il coûtait 50 balles, donc je l'ai pris surtout par soutien. Et puis ensuite, je me suis surpris à aller voir tous les matchs, et puis depuis, j'ai chaque fois renouvelé mon abonnement avec cette magnifique période de remontée, des bonnes saisons en Challenge League, et puis la suite que l'on connaît, tout ça, il nous mène, bah voilà, aujourd'hui à cette saison donc 2023-2024. Ben voilà, messieurs, on est aujourd'hui le 1er octobre, déjà un quart du championnat qui s'est achevé ce vendredi avec la réception du FC Sion à la Maladière. Quel bilan vous tirez comme ça de manière générale de ce premier tour de notre équipe, Alex? Qu'est-ce que tu fais, toi, comme bilan de ce premier tour? Euh, Comme bilan, pour moi, le bilan, c'est que on fait quand même un début de saison moyen parce que on est parti sur des chapeaux de roue, ça a motivé tout le monde, on a enchaîné les victoires. Il y a eu ce match nul à Nyon que on a gagné avec la force mentale, ce qu'on n'avait pas l'année passée. Donc on se disait peut-être Ouais, cette on année est ça revenu ira au un peu score, mieux. hein. Mhm. Ouais, on s'est dit peut-être cette année ça ira un peu mieux. Puis là on voit sur les depuis Bellinzone après le match contre IB, c'est un peu, on va pas dire descente, mais on est de nouveau un peu moins bien. On revoit un peu beaucoup les lacunes de la saison passée. Puis ça fait que le bilan de cette première partie de saison, il est quand même assez moyen. Mhm. Michael? Ouais, je pense qu'on est sur un bilan, disons, relativement mitigé, mais d'autant plus compte tenu du début, évidemment, de saison, parce que je pense on s'est peut-être aussi un peu surpris à oublier à quel point, à oublier d'où on vient, hein, parce que c'est clair que dans une saison où t'es là, on vient d'une saison où on a été quand même la pire équipe de Challenge League, qui a fini assez largement à la dernière place et qui se maintient parce que on a été dans une année de transition pour la Swiss Football League, donc un maintien au barrage qui est euh, presque inespéré. Alors c'était les règles de la saison, donc il n'y a pas de souci. Mhm. Mais voilà, c'est vrai que ce gros début de saison nous a presque fait oublier un peu d'où on venait par rapport à ça. Je pense qu'on développera un peu plus par la suite sur les événements des matchs et sur le jeu. Mais ouais, pour parler de manière plus globale, il y a eu ouais, ce bon début. Ensuite, ouais, des soucis qui deviennent un peu récurrents, on les évoquera, notamment dans le secteur offensif. Et ça nous a fait quand même vachement, ça nous a remis sur terre, hein, clairement. En tout cas pour ceux qui pouvaient peut-être, pour les plus optimistes d'entre nous, disons, avec ces 5 matchs maintenant sans défaite, sans victoire en championnat, ça donne un tour qui est effectivement très moyen. Euh, et peut-être que maintenant, va savoir si c'est notre place, si on peut espérer mieux. Tout ça, c'est des choses qu'on discutera, mais je pense que le bilan est très moyen, surtout compte tenu de ce début de saison. Mhm. C'est vrai que si on le compare à la saison dernière, tu le dis très justement, Michael, faut pas oublier d'où on vient. L'année passée, on était vraiment extrêmement catastrophique. On était pas loin, je pense, d'être une des pires équipes de Challenge League depuis, enfin, de ces dernières années, avec le FC Kriens de il y a 2 ans. Donc, si on regarde d'un point de vue comptable, ben voilà, on termine le premier tour avec 12 points. L'année passée, au même moment, on était à 1 point. Donc, on peut se dire, voilà, frère, on fait 11 points de plus. Donc, oui, l'équipe est en progrès. Cependant, si on regarde effectivement la dynamique des victoires et puis la dynamique d'évolution aussi au classement,
l'analyse, elle est claire et limpide, hein. On a une équipe qui part sur les chapeaux de roue, mais qui enchaîne des victoires, soit contre des équipes qui n'étaient pas prêtes en début de championnat, soit parce qu'elles n'avaient pas de joueurs dans le contingent, ou alors elles n'étaient pas forcément prêtes physiquement ou autre. Une victoire à Haro qui est assez chanceuse dans le déroulement du match. Je pense qu'on le rejoue 10 fois ce match et puis on le gagne qu'une fois sur les 10. Peut-être qu'il y a des matchs nuls, mais très souvent on le perd même aussi ce match. Donc une grosse victoire par contre Thun, qui est peut-être le match référence de l'équipe de ce début de saison, où là on s'est dit ben ouais, il y a un vrai changement. On a une équipe qui arrive à tenir derrière, qui arrive à bétonner derrière, et puis qui arrive à mettre des buts, qui arrive à confirmer un score. Et puis paradoxalement, ce match de Thun, enfin la réception de Thun à la Madère, qui aurait vraiment dû mettre l'équipe en confiance et puis lancer la saison, eh ben, ça a été le premier match référence, mais pour l'instant l'unique, puisque après on enchaîne avec des matchs en demi-teinte dans un premier temps, avec un match nul à Vaduz, et puis le match nul contre Bellinzone qui peut être vécu quand même comme une contre-performance, puis ensuite avec trois défaites, enfin quatre, même si on compte la défaite en coupe. Il y a aussi eu une victoire à Klein-Uningen en coupe, c'était en fin août. Donc voilà, moi personnellement, d'un point de vue comptable, ben voilà, c'est plutôt, enfin c'est correct, on va dire ça comme ça, par rapport à l'année passée. Si on tourne à 12 points par tour, ben on va finir à 48 points, donc c'est pas du tout un score d'une équipe qui va être reléguée. Mais malheureusement, la dynamique du mois de septembre, elle fait qu'on est extrêmement inquiet, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous voulez un petit peu rebondir aussi là-dessus. Oui, bah, notamment sur le match de Thun, moi je suis entièrement d'accord. C'était vraiment le match référence de l'équipe, et je pense que c'est quand même bien de le rappeler parce que il y a effectivement, hein, cette démonstration quand même initiale face à Chafouz, mais on a bien vu déjà sur le contenu du match qu'on a affronté un Chafouz qui n'était pas prêt à tous les niveaux, notamment parce qu'ils ont changé toute leur équipe, enfin la plupart, avec un nouveau coach. Bref, on savait de toute façon, il suffisait d'avoir vu le match pour se rendre compte qu'on avait affronté une équipe qui n'était pas prête. Et en plus, bon, bah maintenant on voit que, vu leur premier tour, que c'est en plus de ça une équipe qui n'est toujours pas prête pour forcément se battre dans cette division. En tout cas, après 9 matchs, bien sûr, Ouais, aucune c'est pas victoire, 4 immuable. matchs nuls, 5 Mais défaites, c'est... je pense quand même important de le rappeler, parce que il y a quand même il y a quand même un petit engouement qui s'est créé, et je pense qu'il n'était pas non plus infondé, parce que ça part quand même d'une sensation qui est importante, c'était de retrouver quand même un peu de joie en allant au stade, parce qu'on part d'une saison où on voyait presque pas de victoire, et on en a vu deux au stade, sauf erreur. Bref, Il y en a eu et 2 à la puis Maladière, ouais. ouais, et puis là tu arrives et t'en as déjà deux d'entrée, tes deux premiers matchs à domicile, avec en plus effectivement ce point arraché à Nyon qui te laisse quand même dans un sentiment positif, parce que tu joues à un Nyon qui est clairement pas une mauvaise équipe, qui a clairement montré qu'ils étaient intéressants, et tu arrives à leur arracher un point. Je pense qu'à ce moment-là, le discours un peu classique que tout le monde disait, c'est encore un point qu'on n'aurait pas eu l'année passée, ce genre de choses. Donc pas plus choqué que ça, que ce match soit compliqué, tout ça. Et ensuite cette grosse démonstration contre Thun, mais là il y avait pas trop, et là sur ce match-là typiquement il y avait pas trop de raisons Ouais, il y a eu de il y a eu la modérer. victoire, il y a eu la victoire à Haro entre deux aussi, hein. Oui, ouais, et ce match-là qui était aussi peut-être un poil trompeur, parce que effectivement, notamment dans la façon, il y avait quand même 3-0, mais notamment dans la façon dont on a géré ensuite le match, en reculant outrageusement. Voilà, ce match aurait pu largement se finir sur une égalité. Je pense que les Argoviens à la fin du match devaient être vachement déçus, à raison, de ne pas obtenir ne serait-ce qu'un nul. Et ce match contre Thun, où là clairement il y avait vraiment, par contre, pas grand chose à modérer par rapport à la réussite de l'équipe. C'était vraiment un très gros match, mais
Je pense que ça a peut-être aussi, ça a peut-être donné un engouement qui était, qui était, je pense pas de trop, parce que voilà, encore une fois, le public revient d'une saison quand même calamiteuse, et je pense que ça pouvait se comprendre, mais voilà, peu à peu quand même, on revient un petit peu, on rentre un peu dans le rang, et on revient peut-être un petit peu, j'ai envie de dire, à notre place, aussi compte tenu du fait qu'on n'a pas réellement d'ambition sportive annoncée. Mmh. Non, non, aucune ambition sportive. Et puis voilà, ce match contre Thun, il aurait dû en fait donner de la confiance aux joueurs pour la suite. Et puis paradoxalement, il a donné plus de confiance aux supporters qui quelque part certains se sont mis à donner des exigences ou en tout cas de l'ambition sportive à l'équipe en disant voilà, mais en jouant comme ça toute la saison, on peut jouer la montée, on peut remonter en Super League, alors que ça n'a jamais été à aucun moment évoqué directement par Jean-François Collet ou Christophe Moulin. Donc voilà, mais en tout cas, on espérait pouvoir passer une saison plus tranquille, en ayant quand même des victoires de temps en temps. Moi, si l'équipe gagne un match sur trois, c'est déjà pas mal, en faisant des nuls par-ci par-là, et pas en enquillant les défaites comme l'année dernière. Et puis voilà, finalement, ce match référence, il est resté sans suite. On a la qualification d'abord contre Klein-Uningen, et puis on a ce match nul à Vaduz qui est, on va dire, dans le déroulement à peu près le même match que à Nyon. Je dis vraiment dans le déroulement parce qu'au niveau de la qualité de jeu, ce Vaduz c'était clairement prenable. Il faisait que de balancer des longs ballons. Jusqu'à leur but, ils s'étaient quasiment pas montrés dangereux. On avait vendangé on avait vendangé énormément d'occasions cet après-midi-là, puisque c'était un dimanche après-midi. Donc voilà, peut-être déjà un premier tournant où l'équipe jouait bien, mais manquait d'efficacité. Et puis ensuite, on a eu ce match contre Young Boys où voilà, on prend un but à la 92e minute face à un Young Boys qui avait joué, on va dire, un Young Boys B qui avait joué sur une jambe et demie pendant une bonne partie du match. Et puis l'équipe faisait plaisir dans le jeu, derrière ça tenait bien, il y avait de la solidarité, il y avait des beaux mouvements au milieu du terrain, mais on avait déjà finalement ce manque de créativité, ce manque de percussion au niveau offensif, enfin, offensivement contre IB. Alors certains disaient c'est IB, c'est la meilleure équipe de Suisse, même dans sa version B, ils sont plus forts que la plupart des équipes de Super League. Oui, c'est vrai, mais on a été inoffensif. La plus grosse occasion du match, cette frappe de Fatkich en début de match, bah, elle vient après une énorme erreur de relance de Von Balmos. Mais sinon, on a eu toutes les peines du monde à se créer des occasions dignes de ce nom. Donc, ok, dans le jeu, on a tenu. Oui, c'est toujours rageant de perdre un match à la 92e minute. Mais au final, je pense qu'on aurait pu jouer encore 3 heures et on n'aurait pas trouvé la faille contre IB. Donc on avait déjà quelque part des signaux qui nous disaient ouf, voilà. Alors les supporters, la plupart, moi je fais voilà, en suivant un petit peu sur les différents réseaux sociaux, sur les différents canaux, en écoutant les gens parler au stade, les gens disaient ouais, on a tenu tête à IB, on perd d'un cheveu, mais l'équipe elle a bien joué, c'est vraiment prometteur pour la suite. Et puis finalement non quoi. Après il y a ce match à Ville. Tu l'as vu Alex ce match à Ville ou bien? J'ai vu la fin, mais comme il y avait déjà 0, puis j'ai vu qu'on se prenait que des contre-attaques et puis on arrivait encore à encaisser, bah, j'ai pas tellement suivi, mais j'avais regardé d'un œil. Ouais, c'est ça, un match. Bah, on l'a regardé ensemble, Michael. On a fait les mêmes constats finalement sur ce match où, bah, on n'a pas mal joué en soi. On a eu la possession de balle était largement en notre faveur, mais on avait en face une équipe, ben, qui n'avait pas d'autre ambition finalement que de nous attendre. Et puis elle l'a fait très facilement, et puis de nous contrer, elle l'a fait très facilement aussi, quoi. Je sais pas, Michael, ce que tu en as pensé de ce match contre Ville, mais c'était un peu, voilà. Oui, et puis même pour revenir avec ce match contre IB qui avait aussi pas mal fait parler, tu parlais des différentes réactions qu'on pouvait lire ici et là. Je pense ça peut sembler dur de dire que ce match-là fait partie, enfin ce match-là est aussi caractéristique des soucis
rencontrés lors de nos dernières sorties. Mais il faut bien comprendre que c'est pas forcément une question de se sentir insatisfait par une élimination contre IB, alors que forcément, de toute façon, la balance penchait pas forcément de notre côté au moment du tirage. Juste, c'est quand même pas inintéressant de souligner que c'est dans la continuité des difficultés dans l'animation offensive. Et c'est, pour parler du match de ville, c'est clairement aussi ce qu'on a vu avec un match très très pauvre. Il y a eu quelques étincelles de sur D, mais individuellement sur des frappes de loin, mais dans la création, pas grand chose de la part de nos offensifs. Une grosse erreur qui tue le match alors qu'on était à 11 contre 10, et puis bon voilà, c'est 2-0 et c'est terminé. Mais effectivement, c'est un match où l'équipe tournait un peu autour des 16 mètres. Il y avait pas beaucoup de tentatives, mais surtout pas beaucoup de décalage trouvé. Je veux dire, le jeu vertical était quand même vraiment quasi inexistant. Et à partir de là, on a vu, à partir de là, clairement, tu te crées même pas d'occasion. C'est difficile parce que il y a eu, on en reparle, je pense que ça va aussi être évoqué, mais il y a eu, ça a beaucoup fait débat, forcément, la question de l'avant-centre depuis ce début de saison. Mais je trouve que ça a été un sujet énormément évoqué, comme si les problèmes vus récemment, c'était de l'inefficacité. Alors, il y en a peut-être, il y a des actions qui auraient pu être mises par moment, mais je trouve que le point clé, c'est quand même qu'on se crée très peu d'occasions finalement. Il n'y a pas de stats avancées en Challenge League pour forcément confirmer l'impression visuelle par de la statistique, mais voilà, je pense quand même que c'est important. Moi, ça me paraît important quand même de souligner que les problèmes viennent avant tout dans la construction et dans le fait déjà de se créer des occasions avant de penser à les terminer. Et ça a été un gros souci. Ça a été un gros souci contre Bellinzone aussi. Le but, c'est un très beau geste de surdé, mais derrière, dans la création, il n'y a pas grand monde qui sort du lot parce qu'on n'arrive pas à se créer grand chose. Leur gardien n'a pas non plus eu à sortir le grand jeu. Et moi, je pense que c'est caractéristique, quoi. Clairement, quand t'as cette sensation que en face, le gardien n'a même pas eu à vraiment faire de grandes parades, c'est déjà que tu as été un peu pauvre dans la construction. Ça a été vraiment le cas contre Bellinzone, contre Baden aussi, même si à la fin, il y avait largement de quoi obtenir quand même au moins le nul, mais c'est quand même pas suffisant pour estimer que voilà, c'était juste pas de chance, parce que c'est quand même vraiment dans la continuité. On a vraiment eu du mal. Et les remplaçants ont pas franchement, il y a pas franchement de remplaçants habituels, puisqu'il y a eu beaucoup de tournus sur ce match qui ont gagné des points. Autier a marqué avec une passe décisive de Surdé, mais ensuite c'était quand même l'équipe était franchement pas très dangereuse. Je pense que c'est quand même surtout ça qui est inquiétant. Manquer les occasions. Voilà, le jour où on manquera toutes nos occasions et qu'on aura une pluie d'actions avec un avant-centre qui les rate toutes, on pourra peut-être discuter du fait que notre efficacité offensive se joue à un attaquant près. Pour le moment, c'est pas le cas quand même. T'as dit que là, ça se joue à l'avant-dernière passe ou le dernier geste. Soit il fait une passe au gardien, soit on fait une passe pour les 16 mètres, et puis bah. Une petite statistique quand même, on boucle ce premier tour avec 14 buts marqués. Donc c'est une moyenne largement supérieure à un but par match. C'est pas mauvais, hein. Alors c'est clair qu'on a Toon qui est à 20 buts, Vaduz qui est à 21 buts, mais sinon on a marqué par exemple plus de buts que le FC Sion. On est juste derrière Ville. On a marqué plus de buts qu'Aro, plus de buts que Nyon. Donc on n'est pas ridicule si on prend la stat comme ça de base, mais si on la séquence, c'est 11 buts en 4 matchs. C'est 11 buts en 4 matchs. Puis 3 buts en 5 matchs. Et sur ces 5 matchs, donc j'inclus Vaduz là-dedans. À Vaduz, c'est un exploit d'Amrich, une demi-volée magnifique dans en toute fin des arrêts de jeu qui nous sauve un point. C'est du coup, donc il y a ce but-là. Ensuite, l'autre but qui est inscrit, c'est le but de Surdé que tu as mentionné avant, qui a un magnifique exploit. Il met une superbe frappe et puis voilà, c'est un superbe but. Il y a rien à dire, mais il n'est pas issu d'une construction, d'une phase de jeu claire et limpide de l'équipe. Le ballon, il arrive
de manière très verticale. Il fait l'exploit quand même parce que le but, il n'était pas tout fait. Et puis ensuite, on a le but de Autier mardi dernier contre Baden qui est là consécutif à une énorme, mais vraiment énorme erreur de la défense de Baden, quoi. Un défenseur Ouais. qui fait un geste complètement fou à ses 16 mètres, qui perd le ballon. Et puis ensuite, je crois que c'est Surdé qui fait la passe décisive. Oui. Et il a plus qu'à voilà, mettre le ballon et puis Autier, il reprend presque à bout portant. Donc là non plus, pas une phase propre, on va dire, de l'équipe. Donc ouais, la manière, elle inquiète. Et puis, je reprends effectivement ce que tu disais avant, Michael. On a beaucoup parlé donc du problème d'avant-centre. Et forcément, les choix d'Uli Forte ont été beaucoup discutés, puisque Forte, en première partie de saison, enfin de ce tour, il a fait confiance à Bakayoko. Hein. À ce moment-là, on n'avait pas tellement de choix, puisque Simone Rapp, notre recrue phare au niveau offensif, est arrivé peut-être déjà un petit peu blessé, puisqu'il a juste joué quelques minutes contre Nyon avant d'être absent Mm. pendant presque tout ce premier tour. Et puis un Angelo Campos tout fraîchement arrivé de Brûle en Promotion League. Alors il avait tout explosé l'année passée dans une équipe qui n'était pas si bonne que ça. Donc voilà, c'était un recrutement tout à fait logique, mais un joueur qui est arrivé avec le rythme de Promotion League. Et puis on a attendu avant de lui donner ses premières minutes, puis ensuite ses premières titularisations. Et on voit finalement que ce soit avec Bakayoko, que ce soit avec Campos ou même avec Rapp ou avec Autier qui a aussi joué un petit peu dans cette position-là, eh bien, nos avant-centres ne sont pas décisifs. Et tu le disais très justement avant, Alex, ils sont pas décisifs parce que ils reçoivent pas les ballons, tout simplement. Quoi. Un attaquant, ce qu'on lui demande, c'est d'être présent dans la boîte. On lui demande pas de prendre, enfin, c'est pas Olivier Tom, quoi. On lui demande pas de prendre Ouais. la balle dans le rond central, de passer en revue toute la défense et puis d'aller mettre un magnifique but après avoir dribblé toute la défense et le gardien. Voilà, on lui demande pas ça. On lui demande d'être là dans la boîte, dans les zones. On lui demande de mettre la tête, le pied là où il faut pour remettre les ballons au fond. Mais actuellement, c'est impossible parce que soit les ballons, ils arrivent pas parce que les attaques, elles avortent avant cette phase-là, ou alors il y a du déchet, le centre, il arrive au premier poteau alors que le joueur, il est au deuxième, il arrivera à terre alors que le joueur, il était prêt plutôt à prendre une tête. Enfin, il y a finalement toujours un peu de déchets techniques dans la phase de construction et puis voilà, on attend des fois un peu plus aussi dans l'animation de nos joueurs de couloir et puis dans les joueurs offensifs. Il y en a eu au début, il y avait des beaux mouvements, mais c'était voilà, on l'a dit avant, hein, contre des défenses peut-être pas encore prêtes, avec des équipes qui ont recruté pas mal Ouais. aussi au niveau défensif. Donc il faut aussi quelques matchs comme ça pour construire un peu des automatismes. Et puis, on a l'impression depuis 4-5 matchs maintenant que le jeu de Neuchâtel Xamax, ben, il a été analysé. Les analystes vidéo adverses, ils ont bien fait leur job. Ils ont vu comment évoluer l'équipe. Et puis, ils ont développé des plans de jeu. Hein. Finalement, nos adversaires, on a l'impression qu'ils jouent toujours de la même façon contre nous. C'est-à-dire, ils bloquent nos joueurs de couloir, latéraux et milieu de terrain. Et puis ensuite, ils essayent de récupérer le ballon le plus haut possible. Des passes verticales entre les deux joueurs du milieu de terrain que sont très souvent Fatkic et Ambrich. Et puis ensuite, voilà, ils peuvent avancer dans des espaces. Et puis dernièrement, voilà, la défense joue aussi collectivement moins bien, quoi. On presse moins bien, on laisse plus de temps aux adversaires quand ils remontent le ballon. Et en plus, ils arrivent à le remonter très vite. Donc on est très souvent dépassé. Et puis, malheureusement pour nous, depuis quelques matchs, on n'a aucun joueur qui est décisif, qui soit défensif ou offensif. Donc c'est vrai que la manière, elle est pas très reluisante et puis elle nous donne beaucoup d'inquiétude pour la suite, surtout que le deuxième tour va commencer par un déplacement périlleux à Thun, qui est solide leader et puis qui, je pense, qu'il va pas se prier de nous offenser, de nous enfoncer, pardon, si ils peuvent le faire. Donc, ouais, très inquiétant. Ouais, et Je sais pas puis, si vous avez des choses à rajouter, vous, par rapport à notre animation offensive et puis à notre jeu défensif. au-delà de ça, c'est-à-dire que tu parlais ouais, du fait que le jeu de Xamax était peut-être un peu prévisible maintenant, que les équipes, moi, je trouve on va peut-être commencer à identifier un plan de jeu typique des équipes qui vont venir jouer contre nous, parce que
Il y a un constat qui, moi, ça me parle pas trop de discuter, sur ce genre de base-là, mais il y a un constat qui est qu'on joue, qui est que voilà, là, on a perdu, que ce soit contre Baden, contre Sion, on a perdu contre une équipe, contre des équipes qui ne sont pas impressionnantes, qui ne sont pas impressionnantes, mais pas impressionnantes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elles viennent pas avec des idées forcément toutes hyper proactives, avec forcément l'intention de mettre un pressing haut, de laisser des espaces derrière eux, mais parce que c'est pas forcément ce dont il y a besoin quand on vient jouer contre nous. C'est pourquoi elles sont pas impressionnantes, parce qu'elles identifient à quel point c'est peut-être primordial, je pense, face à nous, de pas laisser les espaces et de surtout bien s'occuper de défendre. On n'est pas forcément obligé d'aller presser le porteur au milieu de terrain, laisser l'équipe se déployer dans les 30 derniers mètres, bien gérer les espaces dans le dos, bien gérer les passes, le jeu vertical de nos joueurs. Et ensuite, si on est bien muselé par rapport à ça, si on est bien muselé devant et qu'on a du mal à se les créer, justement, ces espaces contre une équipe qui se met bien en place, derrière, c'est plus compliqué parce que contre Baden, qui est effectivement pas une équipe impressionnante, on a vu qu'en transition, on souffrait. On a souffert sur plusieurs situations. Et Hmm. moi, je pense qu'on se trompe un peu si on se dit, voilà, on perd, mais en même temps, en face, c'était pas si impressionnant que ça laisse peut-être des regrets. Je pense que c'est aussi basé sur le fait que, à un moment donné, on verra si ça se confirme ou pas à l'avenir. Chaque équipe a son style et chaque équipe s'adapte plus ou moins à l'adversaire ou décide de moins s'adapter pour rester fidèle à sa philosophie. Je pense pas qu'un Haro nous attendrait beaucoup derrière, mais je veux dire, c'est aussi comme ça qu'il faut jouer contre Xamax, je pense. Si une équipe qui tourne beaucoup autour de la défense adverse, si tu bloques bien et que tu es capable, si tu as les joueurs et les capacités pour de partir vite en transition, je pense qu'on a beaucoup vu, même face à un Baden très en difficulté techniquement, que derrière c'était un petit peu la panique, quoi. Dès qu'on perdait des ballons bêtes au milieu de terrain parce qu'on savait pas trop quoi en faire, voilà, je trouve que c'est un peu ça aussi. C'est dans ce genre de situation-là, on a vraiment beaucoup de mal. Et je me demande si c'est pas aussi un peu une option qui va être privilégiée par nos adversaires par la suite. En tout cas, par une partie. Ouais, est-ce qu'on arrivera aussi quelque part, nous, à nous adapter à l'adversaire? Alors, on a l'impression qu'on essaie d'imposer notre style de jeu à l'adversaire, ce qui est très bien, hein, dans les idées. Moi, j'ai rien contre les équipes qui veulent imposer leur style de jeu à l'adversaire et qui obligent l'adversaire à s'adapter. Et puis, des fois, l'adaptation, elle peut être difficile. Mais pour ça, il faut que le jeu il soit impeccable. Alors autant en début de saison, on a eu de l'efficacité, le jeu était plaisant. On n'a pas changé de style de jeu, mais en début de saison, ça passait sur les côtés. Il y avait de la transition rapide et puis il y avait de la finition. Là, ce style de jeu qu'on cherche à développer actuellement, malheureusement, il est gâché par un petit peu trop de déchets techniques, hein. On a tendance à Il faut quand même le dire, que ce ouais. soit, alors, c'est soit la passe, elle arrive pas au bon endroit, le joueur il la demande dans la profondeur et puis il la lui met dans les pieds, ou inversement, soit la passe elle est carrément ratée, je veux dire, elle finit pas à l'endroit là où elle devrait terminer. Si la passe elle est bonne, eh bien il y a quand même de temps en temps aussi du déchet dans le contrôle. Hein, ça arrive, on l'a vu dans des phases de jeu où le joueur ratait son contrôle et le ballon partait en touche. Et puis parfois c'était des contrôles difficiles, mais il y a eu des contrôles des gestes techniques assez simples pour un footballeur de Challenge League qui ont été ratés et puis du coup on perd le ballon. Et puis pareil, après, une fois qu'on arrive à se développer, le centre, soit le joueur lève pas la tête et puis il met le centre n'importe où, il fallait le mettre au deuxième poteau, puis il arrive au premier poteau, il est intercepté par la défense, ou inversement, ou alors carrément des fois le centre il est raté, hein, il part au troisième, voire au quatrième poteau, ou alors il part pas assez loin, puis il est repris par un défenseur avant même qu'il arrive dans la zone de l'attaquant. Et puis on a eu aussi par moment, c'est peut-être pas le plus flagrant, mais on a eu par moment des problèmes de finition ou si on prend le match contre Baden, pour moi c'était symptomatique. On a fait jouer 3 attaquants de pointe dans ce match. Campos était titulaire et ensuite Rapp et Bakayoko sont rentrés. Les 3, ils ont raté une énorme occasion.
une très 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 grosse. Donc il y a aussi par moment des problèmes de finition. Donc au final, quand tu additionnes le fait que nos adversaires ils ont compris notre jeu et puis ils arrivent à nous contrer sans trop de difficultés, le fait que nos gestes sont pas toujours précis, qu'on joue pas forcément toujours bien en l'équipe et puis qu'on finit pas nos actions, et ben voilà, ça peut donner que des matchs, des défaites comme on en a enchaîné 3 là maintenant, et puis ça peut, ça engendre aussi beaucoup d'inquiétude pour la suite. Et puis quand on joue une équipe, on va dire en difficulté technique, comme tu disais avant, Michael, comme Baden, ben on perd 2-1. Et quand on joue une équipe techniquement supérieure à Baden, qui avait pas un niveau de confiance très grand. Sion, ils sont arrivés à Neuchâtel, ils avaient aussi une série de mauvais résultats, donc ils devaient aussi se reprendre un petit peu. Et quelque part, ils l'ont bien fait, mais on voit qu'ils sont des joueurs de qualité supérieure à Baden. Et ben, ça a donné 3-0. On n'a pas perdu 2-1 contre eux, mais on a perdu 3-0. C'était une défaite encore plus nette, mais dans la physionomie du match, c'était quasiment la même chose. J'ai pas regardé les chiffres de possession après Xamax Sion, mais après Xamax Baden, je crois qu'on était à plus de 70% de possession au final sur le match. Hein. Donc, Oui, bon, contre Baden, c'est moins étonnant. Contre Sion, c'était plus ouais. équilibré. Mais je pense que nous, notre possession, elle était vraiment, elle était au milieu de terrain, disons contre Sion, ou devant les 16 mètres, sans forcément vraiment. Je me demande combien de vraies touches de balle il y a eu dans cette zone. C'est plus ça. Alors Baden, là, c'était forcément un adversaire qui, plus que Sion, a clairement assumé le fait de laisser le ballon. Hein. Là, c'était attendu. Qu'ils ont décidé aussi d'essayer de partir un peu en contre lorsqu'ils le pouvaient, et ça a souvent ça a souvent déséquilibré notre équipe, mais à la fin ça manquait de beaucoup de justesse. Et c'est vrai que contre un Baden par exemple, le problème était pas tout autre, mais un peu différent forcément. Ouais, le match était dans le contenu vraiment assez pauvre, mais à la fin, comparé à d'autres matchs où je disais ça se joue même pas à un attaquant à une finition près puisqu'on n'a pas les actions. Là, c'est vrai que tout le monde est passé par son raté, et ouais, c'est clair que ça s'accumule, quoi. Si on commence à avoir du mal à se créer des occasions, lorsqu'on les a, on les rate. Ça, c'est clair elle est clairement pas due au hasard, cette série de matchs sans victoire actuelle. Mm. Non, ça donne malheureusement pas beaucoup de confiance pour la suite du championnat. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans des phases comme ça, parce que on a l'impression que voilà, mentalement, de nouveau, l'équipe est de nouveau dans un creux. On a quand même beaucoup de joueurs de l'effectif de la saison dernière qui est resté, donc des joueurs qui sont aussi plus à même de replonger mentalement dans une espèce de série dans une série négative. Alors on voit que Uli Forte, il a eu le temps de mettre sa patte dans le jeu. Il a été présent durant toute la préparation. Moi je pense qu'il a pu aussi construire une équipe à son image en collaboration avec le directeur du football Christophe Moulin pour les transferts. Mais voilà, il a recruté des joueurs qu'il voulait avoir dans des profils il voulait avoir. Donc voilà, est-ce qu'il faut changer le schéma de jeu et puis adopter un style plus similaire à celui de nos adversaires, c'est-à-dire un jeu plus vertical, plus rapidement vers l'avant? Moi, ça me frappait durant ces 3 derniers matchs, nos adversaires en moyenne, ils mettent entre 2 et 5 passes pour arriver dans une Ah, position offensive intéressante, là où nous, on est entre 5 et 10 passes, voire même des fois une moyenne supérieure à 10 passes, avec beaucoup de jeux latéral entre les joueurs défensifs, beaucoup d'espèces de petits relais comme ça avec les deux milieux axiaux. Voilà, on prend plus de temps que nos adversaires à construire nos attaques et on les construit moins bien. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut changer avec l'effectif à disposition? Enfin, je suis pas sûr que nous, on doive y répondre là maintenant, mais c'est un peu les questions que Uli Forte et puis l'équipe doivent se poser pour essayer un peu d'inverser la tendance, parce qu'on voit qu'avec cette manière de jouer, avec autant de déchets, on n'arrivera à rien. Pour l'instant, on n'est pas en danger, mais on va très rapidement l'être, hein, en continuant comme ça, c'est clair. Ouais, alors
un questionnement et une problématique sur laquelle vont devoir forcément se pencher Uli Forte et son staff. Mais moi, je suis d'accord avec le constat, c'est-à-dire que maintenant, on le voit depuis un moment. Pour progresser dans le jeu, les équipes adverses le font en beaucoup moins de passes, le font beaucoup plus rapidement. Et nous, on a tendance à beaucoup utiliser des passes qui sont pas spécialement progressives, qui font temporiser. Oui. Et c'est un peu la caricature, j'allais dire, du jeu de possession. Alors, c'est pas forcément ça. On cherche pas la c'est de la possession. possession stérile un peu quand même, Ouais. nous, ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on cherche pas la possession à tout prix. Ouais. Ça se confirme dans les stats. Mais effectivement, quand on a le ballon, on a tendance à plus le garder et prendre le temps plutôt qu'évoluer rapidement avec un jeu très vertical. Ce qui nous réussit peut-être pas forcément parce que on sait pas. On a quand même beaucoup de mal à savoir quoi en faire de ce ballon. Et c'est Ouais, c'est justement ça. c'est se mettre dans des positions dangereuses de faire ça. Contre Baden, on n'est pas censé exactement être en telle difficulté contre cet adversaire parce que en fait leurs actions elles viennent de nos pertes au milieu de terrain Mhm. mais ça c'est clairement la conséquence d'une équipe qui conserve la balle à outrance, qui le fait circuler d'un côté comme de l'autre du terrain sans avoir de vrais espaces parce que en fait aucun décalage n'est créé et aucun il n'y a pas en fait cet espace n'est pas libéré. Il y Non. a pas, je sais pas si ça se joue sur le mouvement aussi, mais c'est clair que pour le moment, ce style de jeu, on voit quand même très vite les limites actuelles. Moi, je me souviens quand je jouais au foot, quand j'ai joué jusqu'à l'âge de 14 ans, donc dans la dernière division dans laquelle j'ai évolué, notre entraîneur, il nous disait, la plupart des buts au football, ils arrivent soit par une erreur de la défense, un geste technique, une erreur de placement ou autre, ou alors par un jeu de transition rapide, parce que l'attaque, elle arrive à évoluer de manière suffisamment rapide pour que la défense ne soit pas en place. À moins d'avoir les équipes de Guardiola, qui sont des équipes de possession. Hein. Il a eu le Barça, il a eu le Bayern qui était comme ça, il a maintenant Manchester City, qui sont des véritables rouleaux compresseurs dans la possession de balle et dans le jeu offensif. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, et puis au bout d'un moment, ça craque, et puis ça passe. Mais enfin, les équipes de Guardiola, il y en a pas beaucoup, quoi. Il y a pas beaucoup. Et puis nous, on n'est pas une équipe comme ça. Donc voilà. Et puis même pour être comme ça, il faut quand même avoir une assise défensive suffisamment solide pour que quand l'adversaire récupère le ballon assez rapidement, ben leur contre-attaque, elle est annihilée assez rapidement. Et du coup, les défenses contre nous, elles sont pratiquement jamais hors de position. Et ça, c'est la conséquence directe d'un jeu pas assez vertical et d'un jeu de transition beaucoup trop lent. Enfin, quand on fait des passes comme ça en arrière, on récupère le ballon, que ce soit parce que le ballon est sorti derrière notre ligne de but et il y a une relance de Guy Varch, ou alors parce que la défense a récupéré le ballon et puis l'attaque n'a pas insisté. À ce moment-là, chaque seconde prise pour reconstruire le jeu, c'est aussi chaque seconde que l'adversaire a pour revenir dans son dispositif. Quand un adversaire, il attaque, par définition, son dispositif, il change un petit peu. Les défenseurs latéraux, ils montent, les milieux axiaux, peut-être ils montent aussi pour faire le surnombre. Quand on récupère le ballon, eh ben chaque seconde perdue dans la reconstruction, eh ben eux ils se remettent en place et du coup ils peuvent défendre à leur guise, ils peuvent venir marquer les joueurs qui doivent marquer. Et puis du coup, on est obligé de faire un exploit pour pouvoir se créer une occasion. Alors quand je dis exploit, c'est soit on a un joueur qui tout d'un coup part dans une belle chevauchée et puis il arrive à dribbler deux, trois adversaires et puis ça déséquilibre un peu le tout. Ou alors il y a un jeu de 1-2 très rapide qui se fait entre les joueurs de couloir et des joueurs axiaux. Mais ça, finalement, on ne le fait pas non plus parce que d'un côté, on prend énormément de temps pour reconstruire. Et deux, quand on arrive dans la phase de possession de balle vers l'offensive, c'est cette phase où on doit créer le danger, eh ben, il y a assez peu de prise de risque, que ce soit dans les dribbles ou dans les passes décisives. Hein. Les passes décisives, c'est pas forcément les passes de but, c'est aussi les passes qui amènent l'action du but. Et finalement,
il y en a pas parce qu'on ne le fait pas. Et puis quand on le fait, eh ben il y a du déchet technique. Et puis au bout d'un moment, bah, c'est le mental. Enfin moi je m'imagine, je suis numéro 10 dans une équipe et puis je rate 8 passes décisives coup sur coup. Bah au bout d'un moment, je vais plus les tenter parce que je me dis, moi je vais encore la rater. Enfin dans la tête, c'est ce que je peux me dire si je suis pas en confiance à ce moment-là. Donc au final, on a des défenses qui sont bien en place et on voit que là, on a eu, je pense, peut-être les deux extrêmes en termes de défensive sur ces deux matchs. On a joué Baden, qui a pris deux casquettes, hein, à Thun et puis contre Ville. Ils ont pris 11 buts en deux matchs avec des placements, des errements défensifs assez calamiteux. Et voilà, donc Énormément d'erreurs. Ouais. on peut dire que leur défense, elle est encore en train de se chercher. Et puis peut-être qu'elle va pas se trouver. Ils vont garder une défense assez friable, Baden. Et puis, on a eu Sion, de l'autre côté, qui était l'inverse. Ils ont pris, jusqu'à Toul, ils avaient pris 3 buts en 8 matchs. Là, ils sont finalement à 6 buts pris en 9 matchs, avec une défense assez solide. Mais au final, les deux défenses contre nous, ils ont été assez sereins, assez calmes. Les gardiens ont été assez calmes aussi. Et finalement, on peut aussi rajouter la défense de Ville et le gardien de Ville là-dedans. Ils ont les trois, finalement, les trois équipes, trois défenses et trois gardiens. Ils ont vécu des soirées relativement sereine parce qu'il n'y a jamais eu de situation vraiment extrêmement dangereuse. Donc ouais, un gros travail mental déjà auprès de l'équipe et puis individuellement, voilà, il faut que certains joueurs s'améliorent aussi et puis aient moins de déchets quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez encore des choses à rajouter, messieurs. Ça nous donne aussi, en parlant des performances des joueurs, ça nous donne aussi la transition parfaite pour parler de notre top 3. On va essayer d'être régulier dans cette petite rubrique du top 3. Là, du coup, on sera sur le top 3 du premier tour. Donc, on a chacun un peu réfléchi de notre côté. Voilà, messieurs, je vous propose que vous dévoiliez maintenant le joueur que vous avez placé à la 3e place de votre classement des joueurs de Xamax pour le premier tour. Alex? Alors moi, troisième place, pour moi, c'est pas un joueur, mais c'est la doublette Amrich Fatkic. Ok. Michael? Bah, j'ai mis Fatkic personnellement, mais j'ai Ok. littéralement écrit on pourrait presque parler du duo avec Amrich tant ils semblent se compléter et jouent bien ensemble. Mais voilà, Fatkic c'est un joueur fiable quand même avec une bonne qualité technique. Il est capitaine. Je l'ai un peu sorti du lot, mais je suis d'accord avec Alex. J'ai littéralement noté la même chose. Quoi. Bon, messieurs, moi, j'ai choisi de mettre Mats Samrich, mais effectivement, j'aurais aussi pu parler du duo qu'il faisait avec Kenan Fatkic. J'ai très clairement hésité entre Amrich et Fatkic. Donc, Alex, donc toi, tu parlais de la doublette. Alors, on va plutôt partir sur toi, Michael. Pourquoi t'as choisi Amrich, toi, plutôt, hein, dans la doublette? Moi j'ai mis Fatkic. Ah, t'as mis Fatkic. Ok. Alors, on est deux à avoir mis Fatkic et puis la doublette. Donc, alors, je vais commencer par moi, du coup. Alors, moi, j'ai effectivement beaucoup hésité. Mais finalement, j'ai choisi Fatkic parce que la saison dernière, alors, on est face à deux joueurs, Amrich et Fatkic, qui étaient déjà l'an dernier. Qui ont passé une très grande partie de la saison à ne pas jouer à leur poste de prédilection. Hein. Fatkic a beaucoup joué comme défenseur central. Alors, on nous l'avait présenté comme un défenseur central de dépannage, mais pour moi, c'est pas un défenseur central de dépannage parce qu'il a été catastrophique dans ce poste-là. Et puis Amrich, alors lui c'était encore pire. Lui, il a dû dépanner comme latéral droite une grande partie de la saison avec les différentes blessures de Ouattara puis de Atekame et puis le départ de Gomez la fin de la saison dernière. Ouais, Cavanda qui a aussi très vite été enlevé de la liste. Ouais, c'est clair. Donc finalement, deux joueurs qui sont restés. Alors Fatkic, il était encore sous contrat, et puis Amrich, lui, il a accepté de prolonger le sien finalement, je pense entièrement avec le travail d'Uli Forte sur les derniers matchs de la saison. Ils avaient déjà été les deux repositionnés dans leur poste de prédilection, et puis ils semblaient avoir repris du plaisir à jouer. Moi, du coup, voilà, c'est un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup hésité.
Finalement, j'ai quand même choisi Fatkic parce que je trouve que son rôle, il a été quand même dans son rôle un petit peu plus décisif que Hamrich. Alors Hamrich, dans le duo, c'est clairement le joueur qui essaye de faire les passes plutôt vers l'avant, alors que Fatkic, il fait plutôt le lien avec la défense, avec l'arrière. Mais j'ai quand même choisi Fatkic parce que pour moi, il a aussi été capable des fois d'amener le ballon vers l'avant et puis de créer un peu des choses vers l'avant. Fatkic, pour moi, alors on va se garder de parler de niveau de jeu, mais dans le profil, on est vraiment dans un profil à la Granit Xhaka. Il joue en tout cas avec l'équipe de Suisse, puisque avec Arsenal puis maintenant Leverkusen, il semble évoluer un petit peu plus haut, mais en tout cas dans ce profil de relayeur avec une belle patte gauche. Et puis aussi, je l'ai choisi par son apport en tant que capitaine. Moi, je focus beaucoup dans les matchs par moment sur un seul joueur pour voir un petit peu aussi son attitude sur le terrain. Et je vois qu'en tant que capitaine, bah, il est plutôt bon dans ce rôle-là pour l'instant. Il essaye d'haranguer l'équipe quand c'est un peu compliqué, quand on vient de prendre un but. Il va communiquer avec l'arbitre quand il y a matière des fois à communiquer, mais il y va de manière très calme, très respectueuse. On le voit jamais s'énerver ou s'exciter comme peuvent le faire certains capitaines dans d'autres équipes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre à la troisième place de mon classement. Mais on va dire que Hamrich, il était en 3,1. Voilà. Michael, Alex. Ouais, bah, bon, moi, vu que j'ai aussi mis Fatkic, je vais dire pour pas faire non plus, pour pas tout répéter, j'évoquerai aussi, bah ouais, son importance dans la construction, parce que c'est clair que c'est lui qui a une position moyenne plus basse qu'Hamrich, qui apporte plus de verticalité. Fatkic, lui, c'est celui qui vient descendre, compléter la ligne de manière classique, c'est une chose que font à peu près toutes les équipes, en tout cas qui sont sur une base à 4, qui vient compléter la ligne défensive pour apporter le soutien à la construction. Et voilà, c'est un truc que je veux souligner. C'est clair qu'il doit aussi, je pense qu'il a un bon impact en tant que capitaine, à mon avis, parce que il a clairement pas été choisi par hasard. Uli Forte, il évoquait en pré-saison le fait de tester, sa volonté de tester plusieurs joueurs. Il a donné le brassard à peu près, enfin, des joueurs un peu différents, quoi, tout au long de cette préparation. Donc c'est clair qu'il a eu le temps de faire son choix, et je pense du coup que il l'a clairement pas fait par hasard, et que ça doit être aussi quelqu'un d'important pour le vestiaire. Et Forte évoquait aussi sa volonté de le faire avec un milieu de terrain. Il préfère que ça soit un milieu de terrain qui est capitaine. Euh, je pense qu'il s'est pas trompé, et c'est pour ça que je mets un peu l'accent sur Fatkic. Mais je suis, disons, à peu près de manière équivalente, satisfait du premier tour d'Hamrich. Mhm. Ouais, toi, Alex, du coup, t'as choisi de pas les départager, hein. Ouais, bah parce que pour moi, juste avec le match contre Baden où Hamrich a pas joué avec Fatkic, C'est bah, vrai. on a bien vu que l'un ne va pas sans l'autre. Ils ont beaucoup de peine quand ils sont pas les deux ensemble. Bah, on En a tout cas, surtout on un avait. Bedini qui a été catastrophique dans Ouais, ce ouais, Bah non, match. mais oui, bah ça c'est c'est sûr, vrai, mais c'est vrai que les deux se complètent bien. Ouais, vas-y. Mm. Ouais, bah, ouais, c'est surtout que Abedini, bah on voit que un des potentiels qui peut remplacer Amrich ou Fatkic, bah il fait pas le boulot, quoi. C'est surtout ça. Ouais, mais disons, dans ce match-là, c'est clair qu'on a vu, parce que les deux se complètent super bien, et on a vu dans ce match-là que ça Voilà. tournait beaucoup moins au milieu de terrain, avec un Oui. Bellini qui a eu du mal, qui était pas forcément pertinent dans ses remises, dans ce qu'il proposait aussi, dans le soutien pour ses coéquipiers. Il était peut-être un peu difficile à trouver, ou en tout cas était pas toujours pertinent ensuite au moment de faire circuler. C'est vrai que sur un match comme ça, on voit que c'est un duo qui fonctionne très bien, et du coup, on voit la différence. Mais après, c'est aussi potentiellement le fait qu'il faille jauger un peu, se jauger et laisser à Abedini le temps. Mais effectivement, je Mhm. pense qu'on a vu dans un match comme ça que les deux sont vraiment très liés, et que c'est un peu compliqué de varier le milieu de terrain sans perdre en qualité. En tout cas, sur ce match contre Baden, c'était vraiment criant. C'est clair. On espère que un Fabio Saiz, dont on est très content qu'il soit de retour de sa Ouais. blessure, saura aussi un petit peu faire sa place et puis gratter des minutes, voire de temps en temps pouvoir être aussi titulaire. Parce que bah voilà, c'est un joueur quand même du cru, qui a des qualités
très très intéressante. Et puis j'espère qu'il sera dans la conversation en ce qui concerne le choix des joueurs titulaires dans l'axe de notre milieu de terrain. Donc voilà, Kenan Fatkic arrache la 3e place de ce classement. Mats Samrich avec les honneurs aussi très très proches. Maintenant, messieurs, vous pouvez révéler le joueur que vous avez choisi comme top 2. Alex? On va laisser Alex cette fois, ouais. Moi j'ai hésité, mais je pense que je vais quand même mettre Surdé qui a quand même été assez impressionnant. Bah d'ailleurs, Franck Surdé, ouais, fonction il a. numéro 2. Attends, Michael, ton top Ah ouais, 2. pardon. Oui. Ouais, on se justifiera après, mais Oui. alors on s'est pas concerté, hein, mais j'ai aussi mis sur des. Je pense qu'on aura à peu près le même top 3, mais Ouais, on s'est pas concerté. Moi, en top 2, j'ai aussi mis Franck Surdé. Donc on t'écoute, Ce qui Alex. sera intéressant, pourquoi ce sera nos justifications, voilà. Ouais, Alex. Bah, moi je le mets parce que il a fait un magnifique début de saison. Après, sur les derniers matchs, on voyait que c'était quand même un des seuls qui arrivait encore à provoquer un minimum. Puis bah son magnifique début de saison, il le prouve avec cette convocation avec le U21, quoi. Ouais, Je suis Michael. d'accord, de très belles stats sur ce début de saison, 4 buts, 3 passes décisives, un bon apport aussi dans le jeu sur ce début de saison. Donc ouais, des débuts enthousiasmants qui font forcément plaisir quand c'est un joueur d'ici et formé ici. Le conflit avec le club semble aussi être derrière. Il a une vivacité, il tente plus que les autres, même dans des matchs où ça va moins. Je suis d'accord. Je le mets peut-être un cran en dessous de mon top 1 qui sera évoqué après parce que je sais pas, j'en attends peut-être un peu plus dans le sens où tout doit pas venir d'un exploit individuel, mais collectivement, je trouve qu'il n'est pas non plus 100% sorti du lot dans les difficultés qu'avait l'équipe à réellement provoquer et créer du déséquilibre dans le bloc adverse, puisque c'est surtout ça notre souci. Mais je le mets quand même, bien sûr, vraiment top sur ce début de saison. Ouais, c'est ça. Pour éviter de redire ce qui a été dit, moi je le mets effectivement au top 2 parce que il y a parfois un petit manque de lucidité chez lui, mais c'est normal, en même temps il est encore jeune, et puis il a beaucoup de choses encore à apprendre et à développer dans son jeu. Mais ouais, gros premier tour pour Franck Surdé, et puis belle récompense avec cette sélection avec l'équipe nationale M21, puis il est titulaire, il fait une passe décisive sur un des 2 buts de la Suisse. Donc ouais, une valeur sûre. Alors moi j'en attendais beaucoup en ce début de saison, et puis il m'a pas déçu. Clairement pas. Et mais d'autant plus que selon moi, c'était sa progression était vraiment intéressante, était vraiment un point intéressant à suivre, identifié au début de saison, parce que je trouvais que, notamment de par l'absence de plus de 6 mois du groupe pro qui a freiné sa progression et des conflits qu'il y a pu avoir avec le club, je trouvais clairement que c'était, en sachant qu'il allait bénéficier de beaucoup de temps de jeu parce qu'il a été annoncé comme un titulaire, je considérais quand même que c'était un joueur à fort potentiel qui n'offrait peut-être pas énormément de garanties dans la performance. En tout cas, c'était vraiment à suivre. Et sur ce point-là, je pense que du coup, il a montré qu'il était présent. Et c'est bien parce que je pense quand même qu'on pouvait se permettre de pas forcément douter de lui, mais juste se demander qu'est-ce que ça allait donner après une saison en première ligue, quoi. Tout à fait. Donc voilà, et on arrive finalement au top 1, et on vous promet, chers auditeurs, nous ne nous sommes pas consultés avant d'enregistrer cette émission, mais en même temps, quand on est un supporter de Neuchâtel Xamax assidu, qu'on regarde tous les matchs, eh bien, il était impossible, à mon avis, d'élire une autre personne que Fabrice Nsakala comme le joueur du premier tour. Et il est temps, messieurs, de dévoiler le nom de votre joueur du premier tour. Pour moi, c'est Fabrice Nsakala. J'ai mis Nsakala. Moi aussi. Ouais, il ne pouvait en être il ne pouvait pas en être autrement que de choisir Nsakala. Que dire sur Fabrice Nsakala? Bon, bah, déjà, un joueur d'un calibre bien supérieur à la Challenge League, hein, avec une expérience énorme. Mais pas que, aussi une qualité de football énorme, hein. Je veux dire, il se base pas juste sur son pedigree, il montre sur chaque match sur le terrain pourquoi il a été un joueur de grand club européen, pourquoi il a joué des matchs de Champions League, et puis son impact sur le jeu, en tout cas du côté gauche, il est énorme. Alors
comme toute l'équipe, il est un petit peu en demi-teinte depuis 2-3 matchs, mais c'est vraiment un naufrage collectif. Ça n'entache pas son excellent premier tour. Alex, pourquoi t'as choisi Nsakala, toi? Oh bah parce que tous les matchs, bah même après on a vu sur les derniers matchs qu'il était un peu fatigué, mais comme toute l'équipe. Mais sur tous les matchs, il était clairement au-dessus de tout le monde, que ce soit par les dribbles, les passes, les décisions, même contre IB, il était en dessus de ceux qui étaient de son côté. Puis ça, il le montre bien que il jouait la LDC il y a 2 ans, ça c'est sûr, mais il est au-dessus de tout le monde dans cette ligue, ça c'est sûr. Ah ouais, Michael, qu'est-ce qui t'a impressionné dans le jeu de Fabrice Nsakala? Ouais, bah, je pense qu'on a clairement vu sa fiabilité dans le jeu. Il a démontré ses qualités. Bonne, euh, bonne qualité de passe, belle capacité de projection, enfin, un physique quand même assez impressionnant parce que pour le coup, il est capable il est capable d'enchaîner les courses, de les répéter tout au long d'un match. Il est capable de dominer sur son côté avec une bonne explosivité dans la course. Je trouve il a vraiment dominé son côté gauche lors de la plupart des sorties de Neuchâtel Xamax cette saison. Et puis bon, bah voilà, c'est aussi en fin de préparation, Willy Forte évoquait le fait qu'il ait bien joué pendant la prépa et qu'il ait étonné tout le monde aussi bien dans le jeu que humainement. Et je pense que c'est important parce Mhm. il dégage une bonne humeur. Il Ouais, arrive avec une belle mentalité malgré la rétrogradation d'un point de vue sportif dans sa carrière. Parce que malgré tout, c'est clair qu'il devait, il y a 2 ans, il avait sans doute des ambitions plus élevées pour la fin de la fin de sa carrière, quoi. Mais voilà, il arrive avec la bonne mentalité, l'envie de bien faire dans cette nouvelle étape. Sa prolongation très rapide semble être un indicateur de plus à cela. Et Ouais. voilà, il apporte énormément devant avec ses courses, bon dans les duels défensifs également. C'est pas qu'un latéral offensif, très loin de là. Et bon, bah il a ponctué ça de quelques petites stats avec 2 passes décisives. Ouais, ouais, non, je pense qu'on est extrêmement chanceux d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif et puis on va en profiter aussi longtemps que possible, on l'espère, de voir ses qualités à la Maladière et sur le terrain de nos adversaires. Donc oui, finalement, top 2, c'est quand même les deux joueurs de notre côté gauche. Donc on voit qu'on a un jeu qui penche plus en termes de qualité sur le premier Ouais. tour sur la gauche. Donc voilà, on espère que le côté droite va aussi voilà, Ouais, faire de et belles performances. sur ce point-là, c'est important de le dire parce que, ouais, encore une fois, il y a eu beaucoup de discussions, ouais, comme j'évoquais avant, sur du point de vue de l'avant-centre, etc. Mais c'est vrai que ce côté droit pose un peu question parce que Del Toro, sans Ouais. être mauvais, et loin de là, c'est absolument pas le problème, paraît peut-être un peu insuffisant. Je veux dire, c'est un joueur Il est un qui peu a, suffisant dans l'attitude et du coup insuffisant dans les performances. ouais, parce que il a naturellement aux yeux de nous suiveurs de Xamax un statut un peu particulier parce qu'on sait que c'est de bonne qualité, qu'il a une grosse qualité technique, que c'est un très bon joueur de Challenge League, etc. Donc il a voilà, je pense qu'aux yeux de tout le monde, il a un statut particulier qui mérite très probablement, mais qui pour le moment il est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce statut parce que ouais, dans la prise de décision, c'est peut-être pas assez juste, ou alors c'est la concrétisation de ces idées qui fonctionnent pas. Je trouve qu'on l'a quand même souvent vu essayer des passes en profondeur imprécises ou des centres Mhm. qui marchaient pas, qui fonctionnaient pas. Et, et là-dedans, je pense qu'on peut quand même en attendre beaucoup plus, notamment parce qu'il est notamment parce qu'on sait qu'il est capable de mieux. C'est Et ça. je trouve que ça, voilà, il y a eu des débats que j'ai trouvé parfois un peu stériles par rapport à nos attaquants, alors que je suis surpris de pas voir plus de gens en attendre plus d'un Del Toro parce que c'est quand même faire honneur à ses qualités que de se dire que ce début de saison est peut-être pas suffisant, quoi. C'est ça. Et puis surtout qu'il évolue sur le côté droite avec un Zakaria Tekame qui est en pleine progression. Hein. J'ai l'impression que vraiment qu'il s'améliore de match en match. Il bouge de mieux en mieux derrière et puis il se projette de mieux en mieux vers l'avant. Donc pour moi, un terrain aussi positif, un duo Tekame Del Toro pourrait faire des dégâts si ça fonctionne bien. Hein. Ouais, sur le papier, c'est quand même, je trouve que c'est vendeur sur le papier parce qu'il y a un ATKM qui est en pleine progression.
Clairement, il ne fait que progresser, il évolue, c'est parfait, c'est parfait de lui faire confiance et de tout de suite et de clairement lui donner les clés à ce poste malgré son âge parce il est déjà au niveau et je pense que je sais pas, il y a la qualité quand même pour que ce côté soit le pendant du côté gauche avec autant de qualité, avec autant de capacité à créer des différences. C'est peut-être pas forcément le cas. Voilà, il est loin d'être mauvais Del Toro. C'est juste que bah, puisqu'on parle de nos difficultés à vraiment gêner la défense et à vraiment se montrer imprévisible et à vraiment déséquilibrer, ça compte forcément parce qu'on a un côté gauche très performant et un côté droit qui a plus de mal. Ça a tendance à faire pencher notre jeu d'un côté plus que de l'autre. En tout cas, Et qualitativement, j'ai pas l'impression qu'on joue plus souvent à gauche qu'à droite, mais en termes de qualité, ouais, ça penche à en gauche. termes de qualité des actions, parce que Mhm. ça mène, c'est important que tu le dises, ça mène moins à des actions quand ça passe sur la droite. On force pas sur ce côté, mais c'est juste que voilà, on se rend compte du coup que le rendement est moindre et je parle pas que de stats. C'est clairement pour ça que je pense que c'est important de l'évoquer. Maintenant, on sait tous qu'il a les qualités pour apporter beaucoup. C'est pas non plus comme si c'était horrible, juste. Bah, je pense que c'est faire honneur à ses qualités que d'attendre beaucoup de lui, comme on peut en attendre beaucoup d'un surdé. Mais oui. Voilà, messieurs, on arrive gentiment à la fin de ce premier épisode. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura donné envie d'écouter notre prochain épisode. Merci, Michael. Merci, Alex, pour ce premier épisode. Et puis, à bientôt. À bientôt, c'était un plaisir. À bientôt.